Günther Pauli, heureux de vous accueillir parmi nous. Donc 3 petites vidéos, une vidéo sur le passé, une autre sur le présent et une dernière sur le futur. Ouais. Le passé, jusqu'à maintenant, quel a été votre parcours? C'est un parcours marqué par l'innovation dans plein de domaines. Vous êtes une des personnalités les plus innovantes de la planète. Non, n'exagérons pas. Quelles sont les étapes clés de cette évolution qui vous avez La première étape, c'est toujours de pouvoir vivre dans un environnement d'amour de sa mère, qui croit que le fils est capable de faire tout. Alors, si vous n'avez pas reçu ça, c'est difficile de devenir un grand entrepreneur. Et d'innover et de penser hors de la logique dominante. Deuxièmement, c'est bien entendu de décider de ne pas rejoindre une grande entreprise, mais de rester indépendant. Je n'ai jamais travaillé quelque part, c'était ma décision de monter mes propres entreprises. J'en ai monté 12 en 12 ans, et bien entendu, avec 2 faillites, on apprend et on sait qu'on peut être très innovateur, mais on sait aussi qu'il y a toujours des risques, et surtout le risque d'être trop tôt, le premier risque. Le deuxième risque, c'est le risque de penser que tu es la vague, tandis que tu n'es qu'un surfeur. Et je crois que ça, c'est ce qui est très important. Les innovateurs sont ceux qui ressentent les dynamiques de la société, qu'ils savent parfaitement quand et quel moment et où on peut démarrer, et on démarre avec toute sa force, avec une grande foi. Je crois que pour moi, ce sont des éléments clés. J'ai lancé en 88, par exemple, l'entreprise qui a foutu Fortune du marché de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Fortune pour connaître l'économie de l'Europe? Bien entendu, Fortune y croyait que c'est une grande opportunité pour reprendre l'Europe avant la fameuse intégration de 92. Eh bien, on a monté une stratégie pour fouter à la porte Fortune et Fortune 500. C'est une association avec Apple Computer, une association avec le multilinguisme des Belges qui étaient capables de travailler en 17 langues en parallèle et d'avoir des liens directs avec les banques nationales de chaque pays en Europe pour recevoir les données. Et comme ça, on a pu lancer 3 mois avant Dun & Bradstreet et Fortune Magazine, on a pu lancer les 500 entreprises les plus importantes de l'Europe, toutes digitalisées. On est en 88 quand même. C'était un peu avant l'époque. Mais c'est ce type d'innovation, c'est-à-dire on agit en vitesse, avec une clarté, et on sait très bien toucher les faiblesses de nos adversaires. Parce qu'un entrepreneur, quelqu'un qui fait l'innovation, réalise les innovations, est un petit David. David doit changer les règles du jeu. S'il ne change pas les règles du jeu, il sera abattu par les gros. Alors, on vous compare souvent à Steve Jobs. On dit de vous que vous êtes le Steve Jobs du développement durable. Donc, comment vous êtes intéressé à cette dimension de développement durable? Le Steve Jobs, c'était Huffington Post, mais le Huffington Post, on dit le jour d'élection du président américain en 2016 que Trump avait 2% de chance de gagner. Alors, ne croyez pas ce qu'ils disent à ce propos. Pour moi, la durabilité, le développement durable, c'est un produit de mon éducation. J'étais chez les Jésuites pendant 16 ans. J'ai appris quand même les grandes lectures de l'époque, y inclut les rapports du Club de Rome. Et c'est le Club de Rome qui m'a marqué en me faisant très clair qu'on a besoin des entrepreneurs, on a besoin de la gestion de l'entreprise, on a besoin d'une économie qui se développe, mais nous avons au même moment besoin d'une nouvelle réflexion, d'apprendre, de vivre dans nos limites. Et cet apprentissage qui a amené de quand même transformer ma logique de l'entrepreneur, de l'innovation, d'y inclure toujours une règle tout à fait simple, 0 émission, 0 déchet. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas entrepreneur, ni innovateur. Et ça nous amène directement à votre grand projet, la Blue Economy, qui est un mixte de développement durable, mais aussi de développement, justement, qui n'est pas simplement de maintenir l'état de la planète, mais d'améliorer en quelque sorte la planète, d'avoir un handprint plutôt qu'un footprint, c'est-à-dire de faire que l'économie participe à l'amélioration constante de la planète. Alors, si
après 30 ans d'efforts, l'économie verte est une économie de tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est bien pour la nature est cher, on a raté. Il faut le dire comme il est. Faire plus de la même chose et attendre un meilleur résultat, c'est une folie selon Einstein. C'est pour ça qu'il faut changer. Et changer, ça veut dire quand même qu'il faut repenser la manière du développement. Ce n'est pas la globalisation, c'est vraiment le développement du territoire dans lequel vous avez vos influences. Alors, l'innovation doit s'intégrer dans le territoire. Et le territoire veut dire que, il faut remettre la nature sur sa voie évolution et quand même sa voie symbiotique. Si vous ne faites pas, vous ne préparez pas le futur. Deuxièmement, il faut répondre aux besoins de tout le monde. Eau, nourriture, énergie, hébergement, santé, et avec une éthique. Et si vous n'avez pas cette offre avec votre innovation, eh bien, il est mieux de ne pas innover. Donc, vous résumez là les concepts clés de la Blue Economy, qui est bien développé. Vous en avez même fait des livres, et même des livres pour enfants. C'est-à-dire que si nous ne dédicassons notre temps de convaincre et de partager avec les chefs d'entreprise, les chefs d'État, les dirigeants académiques aujourd'hui, nous perdons notre temps. Il faut préparer les jeunes futurs, ça veut dire qu'il faut les inspirer. Et l'inspiration, ça passe en racontant des fables, des contes, des belles histoires. C'est d'autant plus magnifique que ces contes et ces fables, vous les écrivez sur des livres qui ne sont pas faits avec la forêt, qui ne sont pas faits avec les arbres, mais qui sont des livres fabriqués avec du papier à base de pierres. Ah oui, c'est-à-dire des pierres, c'est-à-dire nous utilisons des déchets des mines, surtout les mines d'or, qui ont trituré les pierres pour en retirer l'or. Et c'est cette poussière qui normalement est perdue. Non, pire, est une poussière qui génère quand même asthme, des problèmes respiratoires importants, surtout chez les enfants. On ramasse cette masse, on le mélange 80% pierre, 20% polymère, et on en fait un papier avec extrusion. Ça, c'est une de ces innovations. Et vos livres sont aujourd'hui diffusés largement en Chine. Mon plus grand... mais j'ai l'avantage. La Chine interdit Harry Potter dans les écoles. Disney est interdit. Bon, voilà, il y a encore Culture Poly a remplacé Disney en Chine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à tout de suite pour la prochaine vidéo sur le présent et la suivante sur le futur. Merci à vous. Merci Günther.